Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du Conseil d'État, Madame la directrice générale des Nations Unies à Genève, Madame la représentante permanente adjointe de la Suisse auprès de l'ONU à Genève, Madame la rectrice de l'Université de Genève, Madame la maire de Genève, Monsieur le président de la Fondation pour Genève, chères étudiantes, chers étudiants, Vos Excellences, chers collègues, chers professeurs, chers amis, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à l'Institut pour cette conférence organisée conjointement avec l'Université de Genève, la ville de Genève et la Fondation pour Genève. Monsieur le secrétaire général, cher Alain, un grand merci à toi d'avoir accepté de revenir nous voir à Genève pendant une période très occupée, on le sait. Cette conférence, qui marque pour l'Institut le début du semestre de printemps, est particulièrement importante, particulièrement attendue dans le contexte actuel d'incertitude profonde, d'accélération sans précédent et de redéfinition géopolitique radicale. L'institution que tu diriges aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, fait partie des acteurs dont le rôle de boussole, en particulier moral, va devenir encore plus important dans les mois et dans les années à venir. Le Conseil de l'Europe était créé en 1949 afin de défendre et de promouvoir sur le continent européen les droits humains, la démocratie et l'état de droit, dans une logique de plus jamais ça. En partant de 10 pays fondateurs, le Conseil de l'Europe, qui a son siège à Strasbourg, compte aujourd'hui 46 États membres, représentant plus de 700 millions de citoyennes et de citoyens. En 1963, la Suisse devient le 17e membre du Conseil de l'Europe. Dès novembre 1950, le Conseil se dote de la Convention européenne des droits de l'homme, texte fondateur et structurant pour l'action à venir de l'organisation. La Convention est en cohérence étroite avec la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies 2 ans auparavant. En 1959 est créée une institution complémentaire importante, la Cour européenne des droits de l'homme, dont le rôle est de faire respecter les engagements des pays membres au titre de la Convention. Le monde d'aujourd'hui, tel qu'il fonctionne et surtout tel qu'il dysfonctionne, rend plus que jamais utile et nécessaire des institutions comme le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, ou comme le Conseil des droits de l'homme ou les cours internationales. Tous ces acteurs font partie de la même famille, une famille qui part du principe défini dès le préambule de la Déclaration universelle des droits humains, reconnaissant que, je cite, « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». La bonne nouvelle est que cette famille est vaste, elle va bien au-delà des organisations internationales et intergouvernementales déjà citées. Elle inclut de très nombreuses organisations non gouvernementales, une multiplicité d'acteurs de la société civile, ainsi que bien sûr des acteurs du monde académique. La densité de cette famille est particulièrement forte ici à Genève, où le sol historique, mais aussi spirituel, j'oserais dire, à travers le fameux esprit de Genève, lui réussit tout particulièrement. Je ne m'avance sans doute pas trop en affirmant qu'une large partie de l'auditoire aujourd'hui, en présentiel comme en ligne, constitue en ce sens une parentèle plus ou moins proche. Pourtant, l'esprit du temps semble décidément toujours plus hostile aux valeurs que portent ces organisations et la large famille qu'elles mobilisent. Pourtant, il semblerait qu'on ait oublié le plus jamais ça. Pourtant, les droits humains sont toujours bafoués dans de trop nombreuses parties du monde, avec y compris des retours en arrière a priori impensables il y a peu dans un certain nombre de pays, le moindre n'étant pas les États-Unis. Pourtant, la démocratie est en retrait partout dans ses dimensions formelles, mais plus dangereux encore dans sa substance et dans ses pratiques, dans sa capacité aussi à séduire et à mobiliser. Pourtant, l'état de droit est remis en cause et nous voyons un retour décomplexé des pratiques transactionnelles et de la loi du plus fort, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'utopie réaliste européenne, nous aurait dit que c'est précisément dans un tel contexte qu'il nous faut plus que jamais avoir le courage et l'intégrité de la remobilisation, de l'action. Dans ses mémoires, il affirme, je cite, que nous avons le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et accomplir. Plus que jamais, me semble-t-il, il est urgent et important de vouloir et de choisir d'accomplir un monde de paix, de collaboration internationale, de dignité et de justice pour tous et toutes, à hauteur du principe du premier article de la Charte des Nations Unies. Un monde qui se caractérise aussi par le respect de la biosphère qui nous porte et qui doit porter de nombreuses générations après nous dans des conditions acceptables.
Enfin, aujourd'hui, 24 février 2025, il est impossible de ne pas mentionner l'Ukraine. Il y a 3 ans déjà que la Russie déclarait une guerre d'agression contre l'Ukraine en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et dans un monde où le mensonge est érigé par certains en tant qu'outil politique, je voudrais saluer le courage de tes mots, cher Alain, dans le rapport sur l'Ukraine que le Conseil de l'Europe vient de publier. Je te cite. Democracy, human rights, and the rule of law are the bedrock of our societies. These values have driven and will continue to guide the action of the Council of Europe in Ukraine until freedom is guaranteed, justice is served, and peace is restored. Je terminerai ces quelques mots en remerciant nos partenaires pour l'excellente collaboration autour de cet événement, l'Université de Genève, la Ville de Genève et la Fondation pour Genève. Mais je souhaite aussi vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui en grand nombre ici dans cette salle, mais aussi en ligne. Le message de cette présence est en lui-même, je pense, très important. Je vais maintenant céder la parole à Madame la rectrice de l'Université de Genève, puis Madame Christina Kitsos, maire de la ville de Genève, et enfin Madame Nathalie Fontanet, présidente du Conseil d'État. Merci. Merci beaucoup, chère Marie-Laure, pour ce passage de témoin. Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du Conseil d'État, Madame la maire de la ville de Genève, Madame la directrice de l'IHEID, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole à l'occasion de cette importante conférence de M. Alain Berset et de pouvoir ainsi réfléchir avec lui à l'impact déterminant du Conseil de l'Europe dans la construction d'une Europe démocratique, juste et solidaire. Nous reconnaissons aujourd'hui toutes et tous l'importance cruciale de l'éducation et plus spécifiquement de l'éducation universitaire dans la préservation et la promotion des valeurs européennes. Les universités ne se contentent pas de transmettre des connaissances. Elles jouent un rôle fondamental dans la réflexion critique, l'analyse des enjeux contemporains et l'éclairage des décisions qui façonnent nos sociétés. Elles sont des lieux où les idées se confrontent et où les défis mondiaux sont abordés sous des angles nouveaux. Les universités sont un lieu d'esprit critique et d'ouverture, un lieu qui favorise la controverse scientifique et les échanges avec l'ensemble de la cité. L'Université de Genève ne déroge pas à cette pratique. De tout temps, notre institution s'est distinguée par son engagement résolu en matière de droits humains et de démocratie, à travers des initiatives telles que la Semaine de la démocratie, à laquelle l'université participe chaque année depuis 10 ans, la Semaine des droits humains, organisée par l'université depuis 2013, ou encore à travers l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains, cofondée avec IHEID en 2007. Nous œuvrons à former des expertes et des experts capables de défendre activement les principes fondamentaux de notre société. Notre objectif est de créer un environnement d'apprentissage où la démocratie, le respect des droits humains et l'état de droit occupent une place centrale dans notre mission éducative. Ces valeurs ne se défendent cependant pas d'elles-mêmes. Elles requièrent l'engagement de chacune et de chacun, et tout particulièrement celui de notre communauté scientifique, ainsi que de nos étudiantes et de nos étudiants. Cet engagement est d'autant plus pressant en cette période d'instabilité géopolitique où nous assistons à un recul démographique, même sur le continent même sur le continent européen. Je vous invite donc, cher public, à vous investir pleinement dans les discussions sur les droits humains et à participer aux projets qui œuvrent pour un monde plus juste et plus équitable. Les universités sont pour cela des espaces privilégiés de débat, des lieux où naissent les idées et où des actions concrètes peuvent prendre forme.
C'est ici, au cœur de nos institutions académiques, que se forgent les leaders de demain, des citoyens éclairés et les acteurs du changement. En tant que membres de la communauté universitaire, nous avons un rôle à jouer pour faire avancer la cause des droits humains et la cause de la démocratie. Ensemble, par notre travail, nos recherches et notre engagement, nous pouvons renforcer les valeurs qui sont au cœur de l'Europe et de notre vision commune d'un monde plus libre et plus juste. Je tiens à remercier chaleureusement le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Alain Berset, pour son travail inestimable et pour son engagement constant en faveur des droits humains et en faveur de la démocratie. Nous savons qu'en collaborant avec des institutions comme la vôtre, nous pouvons avancer ensemble vers un avenir meilleur. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Les salutations protocolaires ayant été prononcées, permettez-moi simplement de saluer Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, cher Alain, ainsi que vous toutes et tous, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions. Genève joue un rôle de premier plan en tant que centre international pour les droits humains, la diplomatie et le multilatéralisme. Or, nous le savons, nous toutes et nous tous réunis ce soir ici, les attaques dont fait l'objet le multilatéralisme aujourd'hui pourraient fragiliser cette position. Ce risque n'est pas simplement imposé par certaines nations, il est aussi induit par la volonté fédérale d'effectuer des coupes budgétaires dans les programmes de la Genève internationale. Rappelons que le Parlement suisse a approuvé en décembre dernier des coupes à hauteur de 110 millions de francs dans la coopération internationale. Mais les inquiétudes ne se limitent pas aux questions budgétaires. Les dernières déclarations de la présidente de la Confédération, qui visent à faire suisse les discours du vice-président états-unien, ont de quoi nous glacer le sang. En effet, nous traversons une période de crise multiples, climatique, géopolitique, sociale. Nous avons en effet des inégalités qui s'accroissent année après année, mais aussi une crise du lien, une crise du numérique, si on peut dire, liée aux transformations qu'implique l'intelligence artificielle, mais aussi des formes de désinformation par l'usage des réseaux sociaux, par l'usage des algorithmes, sans qu'on ait véritablement une transparence, un contrôle des données qui sont utilisées. Et ce contexte-là fait que nous devons impérativement renforcer nos démocraties en prêtant une attention particulière aux droits humains et en dénonçant les dérives actuelles. Alors, je parle des droits humains au sens large, mais ça implique aussi les droits des enfants qui sont bafoués partout dans le monde, et y compris en Suisse et à Genève. Ces droits des enfants, dont la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU a été ratifiée par de nombreux pays, et pourtant ces droits ne sont toujours pas garantis. Donc ce n'est pas possible, quelque part, d'avoir des droits humains si les droits des enfants ne sont pas garantis. Alors, je pense, comme le disait la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, qu'il y a peut-être 3 politiques sur lesquelles nous pouvons nous baser, en tout cas que nous pouvons renforcer pour essayer d'amorcer des changements. Elle parlait de culture, qui est vraiment un des éléments déterminants, un trait d'union de nos démocraties. L'éducation, comme en a parlé notre rectrice de l'Université de Genève, mais l'éducation, je dirais, dès le plus jeune âge, une éducation à la paix qui change de paradigme, qui amène un processus participatif des enfants dès la naissance, qui amène aussi une manière d'aborder les questions de coopération, voire même de négociation
négociation dès le plus jeune âge, c'est possible, et puis une politique du soin à nouveau au sens large. Et pour ce faire, il faudra faire preuve de courage individuel et collectif, d'engagement et de créativité. Alors nous avons l'honneur ce soir d'avoir Alain Berset parmi nous. Et si je peux me permettre, c'est vrai qu'en lien avec le Conseil de l'Europe, qui joue un rôle fondamental, parce que comme ça a été dit aussi par dans la première prise de parole, c'est dans ces moments troublés qu'on doit se rassembler, qu'on doit être unis et faire en sorte de porter des valeurs fortes et puis d'avoir un engagement commun. Et en ce sens-là, l'Assemblée parlementaire du dit Conseil, qui est l'une de ses instances phares, a été précisément présidée par 2 Suisses au cours de son histoire, Olivier Reverdin entre 1969 et 1972 et Liliane Maury-Pasquier, que je salue d'ailleurs ce soir, entre 2018 et 2020. Les deux représentaient Genève lors de leurs différents mandats électifs. Cette réalité, je pense, démontre une fois de plus l'engagement de Genève et de ses représentantes et représentants dans les institutions qui prônent le multilatéralisme et le dialogue comme outil de paix. Je souhaite que Genève puisse être un phare dans les temps sombres que nous vivons aujourd'hui, que Genève puisse être ce phare aussi en faveur d'un monde plus juste et plus inclusif. Merci de votre attention et je cède la parole maintenant à Madame Fontanet, présidente du Conseil d'État. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs les étudiantes et les étudiants, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et de vous transmettre les salutations chaleureuses du Conseil d'État. À l'heure où l'ordre international des dernières décennies est remis en question, où le multilatéralisme est plus que jamais sous pression, nous ne pouvons que nous réjouir de cette conférence conjointement mise sur pied par l'IHEID, l'Université de Genève et la Fondation pour Genève. Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à son organisation, ainsi évidemment que le grand orateur de la soirée, M. Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, que nous nous réjouissons toutes et tous d'entendre. Nous le voyons, nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé, marqué par une multiplication des crises et un désengagement des États du système multilatéral. Pour le Conseil d'État genevois, c'est un enjeu majeur, lui qui s'engage à préserver la vocation essentielle de Genève en tant que centre de dialogue et de coopération mondiale. Face aux conflits violents, face à la polarisation, face aux divisions que certains nourrissent à dessein, il nous faut brandir les armes que sont les valeurs de paix, d'humanité, d'égalité et le droit. La Genève internationale le sait, elle dont le socle repose sur le droit international humanitaire depuis 160 ans, elle qui s'est construite en tant qu'espace neutre dédié au dialogue, elle qui est aussi une capitale mondiale des droits humains en tant qu'hôte du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Monsieur le secrétaire général, le canton se reconnaît pleinement dans les valeurs que promeut votre Conseil de l'Europe en tant que principale organisation de défense des droits humains du continent européen, une institution dont la Suisse fait partie. Nous nous réjouissons de vous entendre. Mesdames et messieurs, il nous revient d'autant plus dans la situation actuelle d'être de vrais ambassadeurs, des ambassadeurs vocaux des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens rapidement pour présenter quelqu'un qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter à Genève, donc je vais être très brève. Originaire de Fribourg, Alain Berset est docteur en sciences économiques et licencié en sciences politiques de l'Université de Neuchâtel.
Après avoir œuvré comme chercheur et conseiller stratégique, il est élu au Conseil des États pour le canton de Fribourg en 2003, sous la bannière socialiste. En 2011, il accède au Conseil fédéral où il prend la tête du département fédéral de l'Intérieur qu'il dirigera jusqu'en 2023. Il a exercé la fonction de président de la Confédération en 2018 et 2023. En juin 2024, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe, poste qu'il occupe depuis septembre dernier. Monsieur le secrétaire général, cher Alain, encore une fois, un grand merci de ta présence ce soir. Et the floor is yours. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est très impressionnant de me retrouver ce soir devant vous, ici, dans cette ville que je connais très bien, dans cet institut que je connais très bien aussi, mais de vous retrouver en arrivant de Strasbourg, naturellement, c'est beaucoup d'émotions. J'aimerais, si vous permettez, d'abord, bien sûr, remercier aussi la maire de Genève, Christina Kitsos, remercier la présidente du Conseil d'État, Nathalie Fontanet, remercier la directrice de l'Institut, Marie-Laure Salle, remercier également la rectrice de l'Université de Genève, Audrey Lebas, pour leur accueil. C'est assez particulier, dans les temps qui courent, que je sois la première personne à m'exprimer, la 5e personne à m'exprimer sur cette scène et le premier homme. Et je le dis, bravo, parce que c'est intéressant, parce que je faisais encore la remarque en venant ici à Genève que c'est de plus en plus souvent le contraire. On a l'impression que les choses allaient longtemps dans le bon sens, ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas, je le dis en étant voilà, qui je suis pour participer aussi à ces échanges, mais en tout cas c'est remarquable ce soir et merci de votre invitation. Également tous les visages connus, ceux que je connais déjà dans la salle que j'aimerais saluer et ceux que je ne connais pas encore en fait. Je me réjouis beaucoup d'échanger avec vous ce soir durant cette soirée. Évidemment, un jour très particulier, je dois le mentionner, je souhaite le mentionner aussi ici parce que vous savez, j'arrive directement de Strasbourg où nous avons commémoré une triste commémoration ce matin, les 3 ans de l'agression, de la pleine agression de la Russie contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est un membre du Conseil de l'Europe, vous le savez bien. Et de rappeler aussi que ce n'est pas seulement 3 ans de souffrance, de destruction, de violation de droits, de brutalité. En fait, la guerre en Ukraine dure depuis 2014. Donc en fait, ça fait 11 ans que cette guerre dure. Et un de nos principaux enjeux, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'à la fin, ce ne soit pas l'impunité qui l'emporte dans le monde que nous avons aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais surtout saisir ce moment d'intervention devant vous pour amener quelques points de réflexion, peut-être aussi qu'on pourra approfondir tout à l'heure dans les échanges qui vont nous accompagner tout à l'heure, peut-être en commençant par plusieurs choses que j'ai lues sur l'Europe d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'Europe, ça paraît bizarre pour un ancien conseiller fédéral, encore que c'est jamais trop tard pour vouloir bien faire. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui sur l'Europe? Et la Suisse, évidemment, elle est complètement et pleinement européenne, c'est pas à vous que j'ai besoin de l'expliquer, non seulement géographiquement, mais aussi socialement, mais aussi économiquement, et alors politiquement très largement, pas complètement, mais très largement également. Alors ce que j'ai entendu récemment sur l'Europe, et c'est un ancien Premier ministre italien qui l'a dit d'ailleurs, c'est que nous serions trop petits. Il connaît bien Genève d'ailleurs. Est-ce que nous sommes trop petits? J'ai entendu également du directeur du plus grand fonds souverain européen et mondial d'ailleurs, que l'Europe ne serait pas très ambitieuse et que les Américains travailleraient tout simplement plus dur. Entendu encore de la part d'un ancien président du Conseil européen nous avertir en disant qu'il ne faudrait pas que l'Europe ne devienne le musée du monde. Nous sommes donc dans ces conversations. Sommes-nous trop petits, pas assez ambitieux, paresseux et en train de se transformer en musée un peu poussiéreux, en fait, si on résume la situation. C'est un constat qui doit nous interpeller parce que nous connaissons les critiques, nous connaissons aussi les doutes, la crise de la compétitivité, des coûts énergétiques considérés comme trop élevés, une réglementation environnementale qui serait trop stricte, une productivité qui serait trop lente par rapport aux grandes économies mondiales,
des pays et des sociétés et des marchés aussi d'ailleurs qui sont fragmentés. On parle aussi de manque d'investissement public et privé, d'entreprises trop petites pour rivaliser à l'échelle mondiale, de dépenses de défense qui sont insuffisantes ou qui seraient insuffisantes pour garantir notre sécurité. Et en fait, ce sont des constats auxquels nous pouvons nous confronter sans avoir trop peur. Nous savons comment mener ce débat, nous savons comment poursuivre dans une réalité qui en fait est beaucoup plus complexe que cela. Nous vivons sur un continent, et Marie-Laure Salle l'a rappelé tout à l'heure, le Conseil de l'Europe, c'est 46 États. 46 États membres, 700 millions d'habitantes et d'habitants qui sont tous et toutes européens, qui font toutes partie de la famille européenne, alors au sens assez large, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la famille européenne des valeurs, la famille géographique au sens large. Parmi ces pays, des démocraties qui sont parmi les plus anciennes, certaines parmi les plus solides du monde, des pays qui représentent ensemble environ un peu moins d'un quart du PIB mondial. Alors bon, on dira le PIB, c'est pas tout, évidemment, mais c'est aussi un élément important. Mais dans un monde qui change aussi, une région, un continent dans lequel on se pose la question de savoir quelle est la place que nous devons accorder et que nous accordons à la dignité humaine, aux droits fondamentaux et qu'est-ce qu'on fait pour garantir leur respect. Et là, c'est là naturellement que les institutions qui ont été créées il y a 75 ans maintenant, avec le Conseil de l'Europe et d'autres, ont joué un rôle fondamental. Ça a été rappelé d'ailleurs dans les introductions tout à l'heure, avec des pas extrêmement importants, la création du Conseil de l'Europe, une année plus tard la Convention européenne des droits de l'homme, quelques années plus tard la Cour européenne des droits de l'homme, avec cette logique de placer le droit et les règles de droit au cœur des relations entre États et individus, mais également pour la protection des droits entre individus. Le Conseil de l'Europe a ensuite développé beaucoup de choses autour de la violence faite aux femmes, on pense à la Convention d'Istanbul, protection des enfants, la cybercriminalité, et tout récemment une convention, la première convention mondiale sur l'intelligence artificielle. Avec la première qui lie des pays qui doivent ensuite suivre ce qu'ils ont promis de faire dans cette convention et qui a pour but de protéger, et on mesure ce que ça veut dire aujourd'hui, de protéger la démocratie, de protéger les droits humains et l'état de droit, dans un contexte dans lequel il est difficile de percevoir ce que signifiera à un horizon relativement proche l'intelligence artificielle pour nous toutes et tous. Peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. J'étais il y a peu à Paris à ce sommet sur l'intelligence artificielle et la question a été posée à un de ces directeurs d'une des grandes entreprises de technologie, où est-ce que nous serions dans 10 ans avec l'intelligence artificielle? Lui disait, j'en sais rien. 10 ans, c'est une éternité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec l'évolution que nous avons. Et donc, notre question doit être de dire qu'est-ce que nous avons à faire avec cela et qu'est-ce que nous souhaitons faire pour préserver les conditions dans lesquelles nous vivons. Sur les critiques qui sont faites au continent européen, j'en ai mentionné quelques-unes. Naturellement, il est difficile de ne pas mentionner la conférence de Munich. La semaine passée. J'étais également présent quand le vice-président américain est intervenu. Et je dois vous dire, franchement, chapeau à lui, parce que je m'attendais à peu près à tout. Je m'attendais à peu près à tout comme critique envers le continent européen, l'Europe, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose que je dois avouer n'avoir pas vu venir, mais alors je ne l'ai pas vu venir du tout, c'est de dire que le continent européen était un endroit dans lequel, un lieu, un espace dans lequel la liberté d'expression n'était pas garantie. Franchement, je m'attendais vraiment à tout, pas à ça. Donc, chapeau bas, c'est une surprise et un moment un peu de sidération. On a beaucoup, ça c'est un mot qui revient à la mode, la sidération. La sidération face à des décisions, la sidération face à certains discours, la sidération face à ce qu'il est devenu possible de dire en élargissant la fenêtre du possible dans le discours. Et cette sidération, elle m'a aussi touché au moment où j'ai entendu que le continent européen ne garantissait plus la liberté d'expression.
Alors, que faire avec cela? C'est une question qu'on devra se poser au moment où on voit beaucoup de manifestations aussi dans les rues. Dans les 46 pays du Conseil de l'Europe, nous avons eu récemment de grandes manifestations en Serbie qui ont conduit à un changement au gouvernement. Nous avons depuis des mois des manifestations importantes dans les rues de Géorgie pour défendre aussi le chemin européen pour la Géorgie, pour défendre également les droits qui sont en recul, et nous avons, je crois, avec la densité médiatique, la diversité que nous avons, la manière avec laquelle nous essayons de travailler aussi pour la qualité de l'information, je crois, un continent dans lequel on peut nous faire beaucoup de reproches et beaucoup de critiques, mais celui sur la liberté d'expression m'a surpris. Il m'a surpris, ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter d'un revers de main. Posons-nous la question. Peut-être une discussion qu'on pourrait approfondir tout à l'heure, c'est un des premiers éléments que je voulais déposer sur la table ce soir. Le deuxième élément, c'est dans le fond la question de l'éducation. Alors je le dis ici parce que nous sommes évidemment dans un cadre où les universités, les universitaires, des jeunes et moins jeunes en formation, toujours en formation, se réunissent. Et j'ai toujours été frappé, pour reprendre les réflexions que l'on mène au Conseil de l'Europe, par cette suite. On dit qu'il y a la démocratie, et la démocratie permet d'avoir un état de droit. Il n'y a pas d'état de droit vraiment stable à long terme sans qu'il y ait une démocratie qui en soit à l'origine. Et sans état de droit, il n'y a pas de défense des droits humains. Mais on ne se pose pas la question des conditions qui permettent à la démocratie d'exister et de s'exprimer. Et un des éléments centraux, ce n'est pas le seul, mais un des éléments centraux, c'est évidemment l'éducation. L'éducation et la formation. La culture et l'exigence. La culture et l'exigence envers la liberté, d'abord. La liberté, on pourrait presque la comparer à un muscle qui s'atrophie si on ne l'exerce pas. N'oubliez jamais d'exercer vos libertés, parce que les libertés que vous n'exercez pas finissent par s'amenuiser et disparaître. La liberté est au cœur, je crois, de la formation qui est donnée et qui doit être donnée et qui est à la base de l'éducation. Ensuite, c'est la culture et l'exigence du débat. Cette confrontation des idées qui fait avancer la démocratie. Et c'est très frappant. Alors, ce soir, on se retrouve physiquement réunis dans cette salle. On pourra échanger tout à l'heure. J'espère qu'on ne sera pas d'accord. Parce que quand on n'est pas d'accord, on peut confronter des idées, on peut essayer de comprendre ce qui, dans le point de vue de l'autre, pourrait modifier mon propre point de vue, et qu'est-ce qui nous fait progresser ensemble. Ça, c'est essentiel. Et cette culture et cette exigence du débat, aujourd'hui, elle est sous une pression folle. Vous savez, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, avant qu'il existe des réseaux sociaux, avant qu'il n'existe ces bulles d'information qui se renforcent entre elles et qui ne partagent plus, eh bien, c'est pas qu'il n'existait personne qui ne tenait des théories bizarres ou complotistes. Dans mon village, au bistrot, après la messe le dimanche matin, je viens d'un canton catholique, donc il y avait une messe le dimanche matin, il y avait toujours quelqu'un qui tenait des théories bizarres autour de la table. Et il y avait toujours quelques autres autour qui disaient « non, mais bon, quand même. D'accord, mais franchement. » Mais là, discutons-en, mais tout de même. Et de progresser, de faire progresser une réflexion, une idée. De ne pas laisser n'importe quoi s'établir comme un fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces espaces d'échange n'existent plus. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les personnes qui défendent le même ou qui pensent voir la même réalité vont se renforcer les unes les autres. Ça va renforcer des idées et les établir finalement comme des faits, mais dans des groupes qui ne vont pas discuter avec d'autres groupes qui vont avoir d'autres réalités en face des yeux. Et ça, c'est en fait la fin du débat. Et la fin du débat signifie rien de plus, rien de moins à la fin que la fin de la démocratie. Donc l'éducation, pour revenir à cet élément-là, l'éducation et la culture et l'exigence dans l'éducation du débat est un élément absolument central. Et puis le dernier point que j'aimerais mentionner dans l'éducation, c'est la complexité. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai une citation en tête d'Einstein. Alors vous savez, Einstein a été un grand physicien. D'ailleurs, on a la directrice du CERN dans la salle, donc naturellement, je dois faire attention à ce que je dis sur Einstein ce soir. Parce qu'elle pourrait vous expliquer la théorie de la relativité, moi, je n'arrive pas. Et ce que je sais, c'est qu'Einstein a développé la théorie de la relativité partielle en 1905.
et il a développé cette théorie de la relativité partielle alors qu'il était employé de 2e classe à la Confédération à Berne, au bureau des patentes. Et ça n'est pas pour dire quelque chose de négatif sur les employés de la Confédération. Hein. Au contraire, je ne voulais pas dire qu'ils ont le temps de développer des théories. Je voulais dire au contraire que ce sont des génies, en fait, et qu'il en faudrait plus pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et il a dit une fois, mais il l'a dit en allemand, j'essaie en allemand, man muss die Sache einfach machen, aber nicht einfacher. Il faut faire les choses, alors ça se traduit mal en français, il faut rendre les choses simples, mais pas trop simples. Il faut essayer de simplifier, mais la simplification à outrance est naturellement quelque chose qui va nous faire perdre la valeur de ce qu'on est en train de discuter. Et donc j'aimerais avec ça faire un petit éloge de la complexité. Accepter une certaine complexité des choses. Oui, tout n'est pas simple. Oui, il faut des fois accepter qu'il y ait des éléments de contradiction, des éléments qui ne sont pas très cohérents. Et ça fait partie, en fait, j'imagine, de l'univers, Madame la directrice du CERN, mais également du débat public, également de ce que nous avons besoin pour la démocratie, et avec cette culture et exigence de la complexité. Alors, pour ne pas devenir trop long, nous constatons aujourd'hui, et je vous passe, parce que j'ai toute une chose que je voulais vous raconter encore sur pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette situation dans laquelle on sent l'individualisme et l'abandon du collectif sembler dominer le monde. Il y a plusieurs raisons à cela, je vous fais quand même le petit parti. Pour quelles raisons est-ce que nous avons ça? Je pense qu'il y a 2 éléments qui viennent l'expliquer. Ce n'est pas exhaustif, ça n'a pas la volonté d'être complet, mais ce sont 2 éléments que je soumets également à votre sagacité et à votre analyse. Le premier élément, eh bien, c'est que nous avons depuis une quinzaine d'années maintenant une succession de crises. Ça a commencé peut-être, s'il faut mettre un début quelque part, avec la crise financière de 2008. J'ai eu la naïveté à l'époque de penser que cette crise financière concernait surtout les instituts bancaires et qu'elle n'aurait pas de conséquences beaucoup plus loin. Complètement faux. Grave erreur. La crise financière a eu comme conséquence des interventions étatiques musclées, comme conséquence une crise qui a été liée aussi à la crise de la dette et de l'évolution des États, et ça a eu comme conséquence aussi une augmentation des inégalités dans le monde entier. Suite à cela, mais sans lien direct peut-être, nous avons eu une montée du populisme. Nous avons eu en même temps, depuis 2014, la guerre en Ukraine. Nous avons eu en 2020 le Covid. Nous avons eu en 2022 la pleine agression de la Russie contre l'Ukraine sur notre propre continent. Et pendant tout ce temps-là, la crise climatique qui continue, qui est là, dont on parle moins, mais qui est présente. Et donc depuis 15 ans, avec en plus l'arrivée de l'intelligence artificielle, pas vraiment une crise, mais enfin un changement profond. Depuis 15 ans, les choses se sont tellement accélérées que le monde est devenu difficile à comprendre. Et le deuxième élément, c'est que cette multitude de crises a ce qu'on pourrait parler de crise endémique, en fait. On vit en situation de crise depuis 15 ans de manière à peu près constante. Tout cela empêche de développer des perspectives, empêche les générations les plus jeunes de s'imaginer à quoi pourrait ressembler l'année 2030 ou 2035. Et tout ça a comme réaction relativement humaine, logique, un certain repli sur soi. Et je pense que c'est un des éléments du repli individualiste que nous avons aujourd'hui. Et la réponse à ça, j'y viendrai tout à l'heure, mais ça peut être que d'avoir des démocraties qui sont capables de livrer la marchandise, de développer des perspectives, de donner des perspectives aux plus jeunes générations. Le deuxième élément, il est beaucoup plus simple et très académique lui aussi. Et je serais très heureux d'être contredit par certaines ou certains dans la salle qui voient ça différemment. Mais enfin, on a quand même des grands cycles qui sont extrêmement intéressants. On a eu un cycle très libéral sur le plan économique, politique, qui s'est plus ou moins terminé avec la crise de 1929, avec des régulations bancaires, le balancier allant dans l'autre sens, qui sont allés très loin. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un développement de soutien, de liens, on pourrait parler de keynésianisme, je fais attention parce qu'il y a des professeurs d'économie dans la salle, avec le plan Marshall, avec les 30 Glorieuses, avec des évolutions extrêmement fortes. Et pendant ce temps, les ultralibéraux, je veux dire, sur le plan théorique, ils n'ont pas disparu. Ils n'étaient plus tellement en cours, ils n'étaient plus tellement au premier rang, mais ils se sont organisés. Et ils sont réapparus sur le plan théorique avec beaucoup de vigueur dès le moment où la machine s'est grippée. Peut-être dans les années 70 avec les crises pétrolières d'abord, et ensuite avec des chocs politiques, avec naturellement
positif, hein, la fin de la guerre froide, ce sentiment extrêmement positif que nous avions pour les années qui allaient suivre, où on était probablement un peu naïf parce que ce monde totalement multipolaire qui est apparu ensuite est en fait extrêmement compliqué à gérer. Et nous avons donc en parallèle à cette évolution que je mentionnais tout à l'heure sur le plan individuel, aussi un accompagnement idéologique qui a ensuite eu une traduction politique que l'on voit aujourd'hui très fortement avec les mouvements néoconservateurs qui apparaissent un peu partout, qui gagnent des voix un peu partout et qui gagnent des présidences aussi dans certains pays amis et proches. Alors ça, c'est un élément sur lequel on pourra également, je dirais, discuter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais peut-être essayer d'aller vers la fin de mon intervention. On parle de recul de l'état de droit. On parle de recul de la démocratie. Et on parle de recul des droits humains. Voilà la phase dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est assez concret. C'est assez concret. Si on parle de recul de l'état de droit, on constate quand même que les crises et les violations du droit international se multiplient. L'agression de la Russie sur l'Ukraine n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et on constate, c'était une discussion que j'ai eue avec Antonio Gutiérrez l'automne dernier à New York, que nous avons probablement aujourd'hui un monde dans lequel le niveau d'impunité a plus jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui depuis des décennies. Et donc, oui, c'est un recul clair de l'état de droit sur le plan international. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, ou qu'est-ce que répond le Conseil de l'Europe? C'est très simple. On a parfois dit que le Conseil de l'Europe, c'est une belle endormie, vous savez, c'est une institution qui dort quelque part à Strasbourg. Non, c'est la seule aujourd'hui qui a réussi à produire des réponses concrètes contre l'impunité avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est la seule. Avec d'abord la Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne, qui thématise et qui prend des décisions sur tous les cas de violation de droits humains dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec deuxièmement le registre des dommages mis en place par les 46 États membres, pas les 46, mais une grande partie des 46, plus le G7 en 2023, qui doit se transformer en mécanisme de compensation pour les réparations et la reconstruction de l'Ukraine. Et le troisième élément, c'est la possibilité d'avoir un tribunal pour juger le crime d'agression. Un mot là-dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, en 2022, l'Assemblée générale des Nations unies, avec une majorité de plus de 140 voix, a constaté que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constituait un crime d'agression. Et en même temps, on a constaté qu'il n'y avait pas de juridiction compétente pour traiter de cela. Et donc la question se pose logiquement, est-ce qu'on accepte l'impunité ou est-ce qu'il faut créer une juridiction qui puisse thématiser et on dit pas ça en français, qui puisse traiter du crime d'agression. Voilà ce que fait le Conseil de l'Europe pour garantir qu'on ne vive pas, ou pour faire tout ce qu'on peut pour ne pas vivre dans un monde dans lequel la violence, la destruction, les guerres et le rapport de force et l'impunité l'emportent, mais un monde dans lequel des relations dans la paix, fondées sur le droit, avec le respect des droits humains et avec tout crime et toute attitude criminelle qui a des conséquences, soit le monde dans lequel on souhaite vivre. Le deuxième élément, c'est le recul de la démocratie. Alors là, en Suisse, on le sent peut-être pas très bien parce qu'on part de très haut, si je peux me permettre de le dire ainsi, mais c'est partout vrai en fait. C'est partout vrai. Et d'ailleurs, il y a une statistique de Freedom House, que vous connaissez peut-être, qui montre que les populations vivant dans un cadre qu'on pourrait appeler démocratique ont reculé depuis 20 ans. Reculé. Donc l'optimum a été atteint déjà. Et la question, c'est où est-ce que nous allons avec ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Parce que la démocratie, c'est un contrat, en fait. C'est un contrat et ce n'est pas une donnée qui est intangible. Ça peut disparaître. Nous avons des pays, vous connaissez les exemples, qui ont été des belles démocraties et qui sont devenus des régimes autoritaires. Ça existe. Et donc, personne n'est à l'abri. Et là, nous avons lancé avec le Conseil de l'Europe le projet d'un renouvellement du pacte démocratique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait en cas de crise, quand les choses ne vont pas bien, quand on est en défense? On revient aux fondamentaux. On se souvient de ce qu'il faut défendre comme valeur pour pouvoir avoir des perspectives d'avenir. Et nous allons le faire dans ce projet de renouvellement du pacte démocratique. Nous commençons ça avec les 46 États membres. C'est assez vite dit, c'est plus difficile à faire. Parce qu'en réalité, quand on parle de démocratie, on va très très vite toucher à des éléments fondamentaux pour les États
pas, ils ne sont pas forcément toujours très enclins et très ouverts à en discuter, mais nous allons commencer le travail. Et le dernier élément, eh bien, c'est le progrès, le recul dans le domaine des droits humains. Alors on le voit très bien, y compris sur le continent européen. Regardez ce qui se passe dans des pays, y compris membres de l'Union européenne, dans le domaine de la lutte contre les violences domestiques. On a aujourd'hui, avec la Convention d'Istanbul, un texte très important, mais il y a des pays qui le quittent. Pour être très clair, la convention s'appelle Convention d'Istanbul et la Turquie, pays dans lequel se trouve la ville d'Istanbul et la convention a été signée, a quitté la convention après l'avoir signée. Regardez ce qui se passe dans certains pays membres de l'Union européenne ou alors membres du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits pour les personnes LGBT. On est également en recul. Pour prendre que ces deux exemples, regardez ce qui se passe dans tous ces pays-là. Et là, la réponse, eh bien, c'est d'essayer de faire progresser les droits humains. Et comment est-ce qu'on les fait progresser? Précisément en essayant et en développant ensemble de nouveaux contrats. J'ai mentionné tout à l'heure la Convention intelligence artificielle qui doit protéger les droits humains, l'état de droit et la démocratie dans un contexte relativement nébuleux encore sur ces conséquences du développement de l'intelligence artificielle, et c'est également quelque chose que fait le Conseil de l'Europe. J'étais très heureux à Paris la semaine passée d'ailleurs d'avoir eu pour cette convention ouverte du Conseil de l'Europe, et vous comprendrez pourquoi je dis ouverte, l'adhésion, la signature la semaine passée du Japon et du Canada. Très bonne nouvelle, ça évolue, ça progresse, et c'est comme ça, je crois, qu'on peut faire avancer les choses. Je terminerai avec une citation, elle permettrait de l'emprunter à Winston Churchill, qui a été à l'origine du Conseil de l'Europe, en fait, dans un grand discours tenu à l'université de Zurich en septembre 1946. Et il y a un élément que je souhaitais citer devant vous. Il disait à ce moment-là, en parlant de la Société des Nations, qui avait échoué, il disait « La Société des Nations n'a pas échoué en raison de ses principes ou de ses conceptions. Elle a échoué parce que ses principes ont été abandonnés par les États qui l'avaient fondée. » Voilà. Et je crois que nous sommes dans une période où il faut se rappeler de cela. C'est maintenant. Je me réjouis d'en débattre avec vous. Merci. Thank you very much, Mr. Secretary General, for your wonderful speech. You have stolen most of my questions that I have prepared, and I will switch into English, if you don't mind. And I would like to ask a few questions just to break the ice, because I know that you are eager to have an exchange with the audience and with the students and the public here, who have also prepared questions for you. I will start with a very simple questions. We have heard that you have been in Swiss politics for a long time, president of the Swiss Confederation, and I would like to know, since the Council of Europe is my favorite international organization, what has led you to apply for that position? What did you think you could have brought to the Council of Europe? Well, it's quite a difficult question, but thank you very much. And also for mentioning that it is your favorite, yes, it's my favorite institution. Really good to hear this. No, I think, it was an interesting moment for the Council of Europe last year because, with this election in a quite complicated time, I mean, with the aggression of Russia and Ukraine. Russia and Ukraine have been both member states of the Council of Europe. You have a member state aggressing another member state. I mean, just to understand what it can mean. And for me, I think it was not on my agenda, to be honest, because we have been thinking in Switzerland that the former Secretary General would probably continue. But she decided not to run again, and that opened the way also for Switzerland to have this candidature. And for me, I think, the experience I had in Switzerland, with the direct democracy, the experience we have with democracy in general, and the experience also to have this, also if it was very complicated sometimes, the collegiality, in the council, in the Federal Council, I think, and also this, how we make compromises, how we make the debates, I think it was possible to bring also this experience in the Council of Europe.
It is the famous soft power that apparently you possess that would make a difference, perhaps. You know, it is the Council of Europe. You know, it is an organization based on values. We are not based on force. It is not possible for the Council of Europe to take sanctions, for example. It is not possible just to have a lot of influence with the money, you know, that we can invest here or there. No, it is values-based. That's the first element, and the highest right that we have is also to speak. You know, and I think it is quite Swiss, I would say, as a perspective. To try to solve problems with dialogue, speaking with everybody, with all the actors, and trying to define a common way to develop what we can do together. Mm-hmm. And indeed, you mentioned, and this is the reason why the Council of Europe is one of my favorite organizations, the Council of Europe is based on values. It has to promote democracy, the rule of law, and human rights. And we have mentioned that there is backsliding of democracy and the rule of law in many countries, including across member states of the Council of Europe, and some of them are pro-Russian. How does the Council of Europe can face these challenges? You mentioned the democratic pact, in your speech. Can you tell us more about this? Well, that's a complicated question. First of all, I think we must accept. I was speaking before about the complexity, that we should accept the complexity, and we should not avoid the complexity. I mean, the European continent is characterized by a very high diversity. We have very high diversity in languages, regions, traditions. You know, we have with Turkey a very important member, also a leading member of the Muslim world. We have with Ukraine and Moldova, countries really under strong pressure now by Russia. We have the Nordic states. We have Iceland. We have also in the council, Greenland is also a part of the Council of Europe. You know. And Greenland is an important part of the Council of Europe. This huge diversity that we have, we must accept this complexity. What does it mean? It is really important with this huge diversity to have, and despite, I would say, to have this so high level of commitment about the European Convention on Human Rights for democracy, rule of law, and human rights, rule of law, and democracy. And you know, what does it mean concretely? For example, it is possible to achieve some very important goals. Death penalty is not more a reality on all the continent. Just find another example and just think what it could mean if we have also a backslide on this issue. It could happen. That means it's really complicated, but we must work for this. We must engage for this. And this new democratic pact is exactly going in this direction. It is to accept the diversity as enrichment for the continent and to work together to have as high as possible the commitment for human rights, democracy, and the rule of law. And it means to invest in the education. I mentioned this before, to have this very strong sense for freedom and what it means, and all the freedoms, also freedom of speech that we have, and we can be proud of it in Europe, and then to define together what we want to achieve and what we can agree on as a pact. But we are really at the very beginning. You know, it will take some years, I think, and we must define also with the member states, with the civil society, with NGOs, with everybody wanted to participate, what we can do together and define the path together. I'm not coming, from the council just telling, okay, we will do so. No, we must develop this together. That's why we must also accept a bit chaotic start for this work, and then kind of huge brainstorming with all the states, and then to define together what we want to achieve. Thank you so much. Now, going back to the Russians' aggression against Ukraine, you mentioned that the Council of Europe is very active in this regard, and then you mentioned, of course, that Russia was a member of the Council of Europe. You mentioned a few measures that have been taken and others that are planned to be taken. Can you explain a bit more? Because you mentioned the registry for indemnities and other measures. Could you explain the question we have, thank you for this question. The question we have is, where is the Council of Europe able to bring an added value? That's the question. And I think it is clearly in the whole discussion about accountability.
not to accept the impunity. As I mentioned before, Antonio Guterres assessed the level of impunity today as high as he was never so high since decades. And the question is, what can we do with this situation? What can we do? The first answer is the European Court on Human Rights. And it's interesting to know that the European Court on Human Rights, based in Strasbourg, is confronted with thousands of cases of violations of human rights in the context of the war in Ukraine. And we have a lot of decisions, and all the violations between 14, beginning of the war, and September 22 are well before the court. That's the first pillar, I would say. The second pillar is about the register of damage. It's clear that the war in Ukraine caused a lot of damages, destruction, death. We can have a huge list of different elements, and we decided to create this register to have the high quality documentation, what it means, not only for Ukraine, but also for the international community, with the ambition then to create a full compensation mechanism. And we are before this step now to create this, and the Council of Europe is ready to do the job. It's quite complicated because you need to have the agreement and the support of member states and non-member states working in this direction, but we are ready to do this. And it will allow really to have accountability for the destruction and losses. And the third pillar is about the special tribunal. As I mentioned before, the UN General Assembly recognized in 2022 that what happened in Ukraine was a crime of aggression, but there is no jurisdiction competent to take the case. And then what does it mean? Do we just accept that there is a recognition of an aggression but happens nothing? No, the next step should be then to address this and to find the right place to address this. To be honest, it's really complicated. Huh? Yes. No, it's really complicated because, you know, it is a complicated discussion. I'm not sure how we will land with this, but also there, if the countries, if the states are willing to have a solution in this direction, the Council is the right place to do this, and they asked us to be ready, and we are ready to do this if it is possible to make some steps forward. Thank you so much. And now another question I will do, only two, so that I give the floor to the public and to the students. One thing that was not very much addressed in your speech is the importance of multilateralism. Also, let's say the Council of Europe, of course, is an international organization, my favorite one, but to what extent we can face global challenges as the one we face today without multilateral institutions cooperating together? Thank you for the question. You know, we have alternative to multilateralism. It is possible to see an alternative to multilateralism. It is not the situation where there is no alternative. There is an alternative. It's just to let the states work with violence and force, and to see how we be able to defend the position against the others. That's the alternative. Do we want this? No, we don't want this. We need, 2 centuries ago. And you know, it's not just we both. I mean, I would say at least 99% of the countries in the world have a huge interest to have a functioning multilateral system. And maybe the biggest one, the strongest one, could have an interest to see this differently, but I don't think so, because then he will destroy the life conditions of all the others, and it is very bad, you know, for trade, for economic development, and then for all those things. I mean, that means at the end, 100% of the countries of the world should have an interest to have a strong multilateralism. First point. Second point, I was mentioning what the Council of Europe is doing for the accountability in the situation of the war in Ukraine. And I was also telling you that we are doing this because at the moment in those issues for the United Nations is quite complicated because of the veto, because of the architecture that exists in the United Nations. And that's why the Council of Europe is opening very soon an office in New York to have a stronger collaboration between UN and the Council of Europe, and to bring what we can bring for accountability. That's the first element. The second element I am launching right now. I decided this 2 months ago, and we are developing this element now.
a stronger collaboration between regional multilateral organizations. We have the Organization of American States, more or less similar to the Council of Europe. I would say, sorry for this, but not working as well as the Council of Europe. It's another discussion. But an important organization. We have the African Union, just with a new president of the Standing Committee. We have the ASEAN. And my goal is to collaborate much more together. But I'm convinced that the multilateral regional organization now, with this higher commitment on values and what we can do together, we can probably bring interesting elements for the UN, where the UN is at the moment not always and not everywhere able to deliver. That's fantastic. Thank you so much. Now I have a last question. It's a bit rhetorical now that I hear your answers. And it's about something that Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations, once said. He said that the Secretary General can be either a secretary or a general, depending on how one chooses to exercise the role. And as Secretary General of the Council of Europe, you oversee yourself more as a secretary or as a general? What should I answer to this question? No, you know, I think I would try to interpret the question, if you allow me. I think the question that you ask with this quote is to see what we want and what we are ready to achieve with the Council of Europe. And I think it was really interesting for me. I was part of all this discussion last year as a candidate for this position, and it was a huge discussion at the Council of Europe on this. Also telling we need, as possible, a strong leadership, but also very strong participative leadership for the Council of Europe and for all multilateral organizations, also with the network, with the possibility to speak with all the member states and to engage the member states in the direction that we want to go. That means to have the Council of Europe as high as possible on the radar, on the agenda, you know, the priorities of all the member states. I'm going to try to do this. But, you know, you need to have also the strong commitment of the member states, the strong commitment of all the people working for the Council of Europe. And we are, you know, not only in Strasbourg, we have 16 offices in 16 different countries for liaison bureau, also one in Geneva, by the way, opening very soon one in New York. And I think you need also to have all the people on board with a clear line and with a clear project what we need to do together. That means to define the project, to have the people on board, to have the member states on board is the right way to do this. And now it is to you to see if it is more secretary or more general. Thank you so much. Thank you so much. It was a privilege to have this short conversation with you tonight. Thanks. And now I have the pleasure to invite on stage Frédéric Esposito. Where is he? Okay. He's the director of the Bachelor of International Relations at the University of Geneva and president de la Semaine Suisse des Droits de l'Homme. And you have the floor. Thank you so much. Monsieur Berset, vous allez le mettre au centre. Vous mettez au centre, s'il vous plaît. Ah, ok. Voilà. Là, troisième là, au centre, comme vous voulez. Juste là. Pardon. Moi, je me dis au centre. Voilà, monsieur le secrétaire général, cher public, donc nous allons partir maintenant dans la volet discussion, d'abord avec 3 étudiantes des institutions respectives, puis avec vous, le public. Monsieur le secrétaire général, monsieur Alain Berset, lorsque nous avons préparé cette partie avec ces 3 étudiantes, nous sommes partis de votre discours du 1er octobre 2024, votre premier discours devant le Parlement du Conseil de l'Europe. Vous avez énoncé une série de priorités, nous en avons retenu 2 comme point de départ pour aborder cette complexité qui vous intéresse tout particulièrement, et nous aussi. La première de cette priorité, c'est évidemment l'Ukraine, sans surprise par rapport au soutien dont elle doit bénéficier. La seconde, c'est la nécessité de revitaliser la démocratie face aux attaques, aux pressions dont elle fait l'objet et que vous avez
parfaitement développé, ainsi que mes collègues précédemment. Et donc, c'est avec ces deux thèmes qui vont constituer, je dirais, l'architecture de cette partie de questions avec ces trois étudiantes que je vais présenter tout de suite. And I'm going to switch into English. It's a pleasure now to introduce Vlasta Kovbasa. She's a Ukrainian and master's student at the Graduate Institute, specializing in human rights and humanitarianism. And without any surprise, you're going to start and talk about the question of the deportation of Ukrainian children and civilian discussion. Vlasta, the floor is yours. Thank you so much, Mr. Esposito. Mr. Bursa, thank you so much for being here today and for this important conversation. As a Ukrainian, I would also like to acknowledge the steadfast support of the Council of Europe to Ukraine since day one of the Russian invasion. And as today we're entering the 4th year of the full-scale war against my country, and Russia continues bombing civilians every day, amid talks about potential peace negotiations, people's freedom and lives should be the first priority. On the 5th of February, you appointed the special envoy on the situation of the children of Ukraine. Thousands of Ukrainian children have been forcibly deported to Russia, where they face illegal adoptions, indoctrination, militarization, and the erasure of their identity. These practices have become embedded in the Russian state policy, and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe recognized it as amounting to genocide in one of its resolutions. And beyond children, thousands of Ukrainian civilians have been illegally transferred, detained in harsh conditions, without communications, without medical or legal assistance, which is a blatant violation of the Geneva Conventions. In light of the point 4 of the Ukrainian peace formula, which calls for the return of all Ukrainian citizens, civilians, children, and military, which practical steps can the Council of Europe take to assist Ukraine in this urgent goal and to put pressure on Russia to return all Ukrainian civilians, all Ukrainian citizens unconditionally? Thank you. Thank you very much. Maybe the first element to mention, and thank you for the kind words for the Council of Europe. You know, the Council of Europe is an organization, it's the only one that decided to expel Russia from the membership in 22. It is a very strong decision, a strong commitment, but on the other side, it was impossible to do another thing. You know, we have an organization based on the democracy, rule of law, and human rights. And when you have one member state aggressing another member state and destroying all those principles, it's not impossible to just to close the eyes. That's the first element. Second element, I just wanted to mention that I was the last time in Kiev, not in Kiev, in Ukraine, in December. Also the occasion in Kiev to see the Okhmadit hospital, just to have an idea about the destruction, and also in Yaidne, you probably know Yaidne in the north, in the right direction of Kharkiv, to see what it means. What means war for civilians, for young and old people, for women, for children, for men. It is really just to experience this, to see what it means concretely. It led also to the report that we published today about the support for Ukraine the last years. Thank you for mentioning the children. I decided to appoint a special envoy for the children in Ukraine. She's very experienced, you know, Tordis Gifaldottir, former foreign minister from Iceland, and the right person to do this. She's really strongly engaged. She was in the conference in Vilnius last Friday. She started really to work really hard. And the idea is here to have the focus on the issue, specifically on the children, and to see what we can do to have, not only on the legal level, but also in the reality, a better situation for children from Ukraine. You mentioned the abducted children. It's obviously the priority, but we have also other strong and unjust situation for children also displaced in Ukraine. You know, it's not normal to need to leave the place where we are living, the school, because of the war. We have also a lot of children living abroad, I mean, in other countries.
countries, but including in Switzerland, obviously. And it's really important to address this and to have a strong focus on this issue. Now, it's quite complicated because as an organization which expelled Russia, it's not the best position to discuss with Russia on the situation. That's why, also answering to the question you asked before, it's so important to have the collaboration and strong collaboration for the organization. I mean, multilateral organization, but also, also NGO and other type of organization to try to have a kind of network and framework where we can address the issue from different views, different point of views, and to have some success on this. She just started. I think it will be possible to have first elements very soon on this work. She will do this and with this, and we hope that including this quite moving context with the new administration in the U.S. And we didn't speak a lot about the new administration in the U.S. Maybe it could be a topic later. I think it will be possible to stabilize the discussion and to try to make some steps forward. Thank you so much. So in the same perspective, where migration policies, extraterritorial human rights violations are also at the heart of the concern of the Council of Europe, and precisely this is in this way that Julia Gello would like to ask you a question. She's an LLM candidate at the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, and currently doing an internship with the NGOs Civitas Maxima. Julia, the floor is yours. Thank you so much for this opportunity. I wanted to further discuss with you the issue of the consequences beyond the Council's borders of the migration policies of certain member states, because some of them directly or indirectly contribute to human rights violation outside their borders by implementing security-driven policies and externalizing border control management to third countries, even in cases where there are serious violations of their fundamental rights. We can say that it's a kind of outsourcing violations of human rights, and it's the case, for example, of Italy, financing Libyan refugee detention centers where abuses amount to crimes against humanity. And in this case, the European Union also plays a significant role in financing those centers, but also through the action of some of its agencies, like Frontex, which has been repeatedly denounced for its pushback practices. And well, despite the adoption of protective decisions by the court, like the most recent ARE versus Greece case, the rulings alone do not seem to be sufficient to fight against the systemic violations of refugees' rights. So in this context, I wanted to ask you, what mechanisms does the Council have currently, or should maybe further developed, to hold member states accountable for the extraterritorial impacts of their actions? And also, do you see the EU's accession to the ECHR as a necessary step to closing this accountability gap, especially when some of its agencies implement policies that clearly contradict the fundamental rights that the Council seeks to uphold? It's a quite complex question, thank you. And you know very well all the case law from the court, and thank you for this interest that you have also for the court. I think I see maybe the answer, I would maybe bring the answer on two levels, the legal level and the political level, and then also to mention something about the migration in general. You are perfectly right. I mean, the best way to address this element is to use the possibilities from the European Convention on Human Rights with the access, inclusive for interim measures to the court. You know, and I'm following this really closely, and I can tell you, my impression it is working very well. Including for rapid decision where it is necessary for the people, and I think it is the first element just to strengthen and to support as strong as we can the work of the court, because you know it's so important. Just one element on the court. We have a very high level of execution of the decisions of the court. This is really important. We have other courts on human rights on other continents, and you know, with
execution level on 20%, 30%. What does it mean? It means that the countries, they decide just to execute when it doesn't matter. In Europe, it's not the situation. On our continent, it's not the situation, and it is really important to support and to be really aware about the importance to have the as high as possible level for the execution of the decision of the courts, and with the political support of all the member states. On the other element, it is the political way, and I just want to mention a small anecdote. I was invited to the European political community in Budapest, in last November, and I was exactly I decided to participate to a panel on exactly those issues with all the prime ministers and presidents from member states, closed doors, and it was quite difficult what I had to hear there, because they are confronted also with population in the countries, frustration, next elections, what does it mean with populist parties using these elements in the political discussion, and on the other side they must respect the European Convention on Human Rights, and they need to respect the human rights. And I was participating to this discussion, and to be able to have the possibility to participate at this level and to address this behind closed doors is also on the political level, I think, the good way to address the issue. And just to mention, please, here, take care, it's not okay, so, okay, we can see this, but please, maybe there is another way to solve what you see as a problem. You mentioned the situation in Libya, with centers in Libya, and also this whole discussion about centers in Albania. It makes a difference. That's why I wanted to mention this. In Albania, it is also covered by the European Convention on Human Rights and by the possibility to access to the court. It is not the case in Libya. And I mean, it's probably also interesting for us to make this difference, despite all the discussions in Italy seeing this exactly as the same situation. It is not exactly the same situation. And my last remark is about migration in general. I'm quite... I think this discussion is quite weird on migration. We are living in a continent where the population is decreasing. We are living in a continent where we need more people just to work. Just have a look also in our country. What does it mean? 15 years ago, it was very difficult, or 20 years ago, it was really difficult to speak about, how to say this in English, full employment, le plein emploi. Le plein emploi. And now we see that we have problems everywhere. I mean, I'm pretty sure that this discussion will be another discussion in 10 years, And we should also integrate this, how to say this movement in the whole discussion about migration for the next years. It could be also an element to take in account. Merci beaucoup pour votre réponse. Dernière question sur un sujet qui ne vous surprendra pas, Monsieur Alain Berset. Il s'agit de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 avril 2024. Et je laisse à Keren Savitsky, étudiante en 3e année du bachelor en relations internationales avec comme majeur politique internationale, le soin de vous clarifier le point qu'elle souhaiterait soulever avec vous. Bonjour Monsieur Berset. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Donc, en avril passé, la Cour européenne des droits de l'homme rendait une décision historique en condamnant la Suisse pour son manque d'action face au changement climatique, estimant que cela violait certains droits fondamentaux des plaignantes, notamment le droit à la vie privée et familiale. Pour la première fois, une juridiction internationale établit un lien direct entre l'insuffisance des politiques climatiques d'un État et la violation des droits humains, faisant jurisprudence dans l'ensemble des États du Conseil de l'Europe. Ce jugement, bien qu'historique, pose un enjeu majeur. Dans le bilan d'action de la Suisse d'octobre 2024, celle-ci a contesté la décision de la Cour, estimant qu'elle empiétait sur le principe de subsidiarité et que c'était aux autorités suisses de déterminer leurs propres objectifs climatiques. Donc, dans ce contexte, pensez-vous que cette décision va servir de levier pour renforcer l'engagement climatique des États ou au contraire risque d'accentuer les tensions entre la Cour et certains gouvernements? Et comment le Conseil de l'Europe peut garantir que les décisions en matière d'environnement ne soient pas contournées sous couvert du principe de subsidiarité? Merci beaucoup pour la question. Je souriais en vous écoutant, parce que d'abord la question a d'une très grande importance. Je souriais surtout parce qu'au moment où vous parliez, j'ai reconnu des plaignantes dans la salle.
On a siégé ensemble au Parlement, donc je sais pas. Liliane, tu n'en étais pas, je pense. Si, aussi. Alors, il y en a même plusieurs. Et je me souviens, quand vous avez dit 9 avril, je m'en souviens parce que c'était le jour de mon anniversaire, en fait. Je crois les hasards du calendrier. Vous avez quand même soufflé votre gâteau Oui, non, mais c'était un cadeau d'anniversaire en pleine candidature pour la fonction, avec en Suisse quand même des réactions qui m'ont surprise d'ailleurs, qui ont été très très vives au Parlement, qui ont été assez surprenantes. Ben, sur le fond, d'abord, je crois que c'est une décision naturellement d'une grande importance, parce que c'est une décision qui a tenté de mettre de l'ordre dans une question extrêmement complexe, mais en fait qui nous concerne toutes et tous. Et naturellement, on est dans une situation assez simple où il appartient à la Cour de décider comment est-ce qu'elle interprète la Convention européenne des droits de l'homme, aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre texte politique, légal, qui dirait qu'il faut faire autrement. Donc, aucun doute sur la très forte légitimité de la décision, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le système du Conseil de l'Europe est en fait assez particulier, mais aussi assez génial. Il y a les décisions de la Cour sur des recours ou sur des plaintes spécifiques portées par des personnes qui viennent d'un État membre. Et ensuite, il n'y a pas d'exécution qui est garantie par le niveau légal ou par une force de police ou par qui saurais-je. La question de la mise en œuvre est une décision politique, en fait. Et c'est comme ça pour toutes les décisions de la Cour. Ensuite, la surveillance de l'exécution revient au comité des ministres. Donc, c'est les 46 États membres, en fait, qui surveillent. Et en fait, quand un État est condamné, ben, c'est les 45 autres qui doivent veiller à ce que l'État condamné va bien respecter ses obligations et exécuter l'arrêt de la Cour, comme eux le font quand ils sont condamnés. Alors, c'est pour ça que je dis que ça marche bien, parce qu'on a un très haut niveau d'exécution, mais enfin, il n'est pas non plus complet. C'est-à-dire que tous les États ne font pas exactement tout ce qu'ils devraient. On a des cas très difficiles et très lourds, d'ailleurs, qui sont pendants depuis des années, notamment des cas individuels. Pour le cas de la Suisse, qu'est-ce que ça signifie? Ça va devant le comité des ministres, qui dit, bon, on va demander à la Suisse, enfin la Suisse doit dire comment elle va appliquer ça. Il y a eu ce rapport que vous connaissez, que vous avez mentionné, et ensuite il y aura au comité des ministres une décision pour dire, mais est-ce que c'est satisfaisant ou pas? C'est une décision qui est à la fin assez politique quand même. Il faut en être conscient, il faut savoir que le système fonctionne comme ça et voir comment est-ce qu'on peut aller le plus loin possible avec cela. Cela dit, encore un autre élément, moi je pense que cette décision qui concerne la Suisse, en fait, c'est une erreur de penser qu'elle ne concerne que la Suisse. Elle pose une décision, une jurisprudence qui concerne en fait les 46. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une décision qui fait progresser la réflexion sur ce que les États doivent faire pour protéger leur propre population des changements climatiques. Donc ça, je pense, c'est un élément extrêmement important. Évidemment, après, pour la Suisse, c'est toujours possible, motiver avec la démocratie directe, mais regardez, il s'est passé des choses depuis que, etc. Ça fera partie de la discussion politique. Mais je pense que cette décision, elle est effectivement extrêmement importante. Quand je dis que j'étais un peu surpris par la violence de la réaction en Suisse, c'est parce que, oui, enfin, j'étais surpris au Parlement, ça a donné des discussions assez compliquées, pas toujours très qualifiées, si je peux me permettre de le formuler ainsi, sur le territoire suisse, je me permettrai de le dire, j'assume. Hein. Mais enfin, disons, ça n'a pas porté à trop de conséquences dans la mesure où la Suisse est en train de faire le travail, comme le font les autres États membres une fois qu'ils ont été condamnés. J'ai été conseiller fédéral pendant 12 ans, et j'ai dû à plusieurs reprises mettre en œuvre des décisions de la Cour de Strasbourg contre la Suisse. Et j'ai même dit une fois, alors je ne sais pas si je le redirai aujourd'hui, mais j'ai même dit une fois à des représentants du Conseil de l'Europe qui étaient réunis à Berne pour une séminaire, je leur ai dit, mais vous savez, la Suisse, nous on adore quand on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils m'ont regardé de manière un peu bizarre, il est un peu fou. J'ai dit non mais on aime ça, enfin c'est pas qu'on aime ça, mais on le voit de manière très positive parce que c'est en fait un encouragement à la fois sur le plan légal mais aussi ensuite politique par les 45 autres États membres de dire hey, regarde voir là il y a un truc qui est pas conforme avec la Convention européenne des droits de l'homme. Donc peut-être que ça vaut la peine de changer ça. Et moi, j'ai toujours vu ça comme... Alors, dans mon domaine, c'était le domaine social. Hein, j'ai toujours vu ça plutôt comme un encouragement à faire mieux, en fait.
Et il y a une approche qu'on peut avoir de constructive dans ce sens-là et qui nous a, je pense, qui peut aider. Je pense que c'est aussi le cas dans la question qui nous occupe. Et tout dernier mot sur la question climatique, pardon d'être un peu long, mais la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'avec la multitude et les multiples crises que nous avons qui se suivent, on parlait beaucoup de climat sur le plan politique il y a 5 ans. Et ça a presque disparu de la discussion politique. Ça ne veut pas dire que la crise, elle n'est plus là. En fait, elle a fait qu'empirer dans l'intervalle. Et donc, c'est très, très important qu'on la garde vraiment sur l'agenda politique. Merci beaucoup pour ces paroles. Et j'aimerais profiter aussi pour qu'on puisse applaudir chaleureusement nos 3 étudiantes qui ont beaucoup travaillé pour ce panel. Même si la contrainte du temps ne leur permet pas de pouvoir dérouler d'autres questions, nous avons encore la possibilité de prendre 3 questions qu'on va regrouper, si vous le voulez bien, de façon assez synthétique. Vous avez des micros qui circulent, s'il y a des mains qui se lèvent. Alors, oui, madame. Alors, première question. Voilà, vous vouliez des... Ok, d'accord. Très bien. Donc, première question. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, si je reprends vos propos, je suis là, monsieur le conseiller, monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Si je reprends vos propos suite à la question qui vient de vous être posée, donc en tant que coprésidente des aînés pour le climat, je n'ai pas de souci à me faire. J'imagine que la Suisse a saisi et va saisir l'arrêt du 9 avril 2024 comme une opportunité pour, en effet, faire le job. Est-ce que j'ai bien compris? Voilà, on aura de l'explication de texte. On va prendre une deuxième question, si vous le voulez bien. Alors, il y a madame et monsieur. Après, on arrêtera. Je suis désolé, c'est les contraintes temporelles. Les micros. I love mine du One Goal Initiative for Governance. Yes. Question, la convention AI, sachant que AI intervient partout, est-ce que ça devient un remplacement pour tout traité international qui a précédé? Ensuite, la complexité que l'on observe a une cause qui n'est pas si complexe, mais pas trop simple non plus. Et il y a une manière de l'approcher qui permet d'éviter les risques qui seraient évitables. Et je vous parle volontiers après ceci. Troisième chose et dernière chose, les débats ne vont pas régler le problème parce que si chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose qui va contre l'ambiance, il y en a 3 qui vont contre lui, ça va décourager les gens de s'exprimer. Merci. On va prendre la dernière question qui sera devant. Merci beaucoup. Pierre de Cocatrix, ancien diplomate suisse. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour votre message très stimulant. Et félicitations pour toutes les actions que cette institution, le Conseil de l'Europe, mène à travers l'Europe. Ma question, ça concerne la communication. Que pourrait-on entreprendre pour rendre les actions et l'institution plus visibles et renforcer la communication auprès du grand public, non seulement en Europe, mais aussi à travers le monde? Je vous remercie. Merci infiniment. Monsieur Berset. Oui, merci. Merci beaucoup pour les questions. Alors, d'abord, la première question sur la décision du 9 avril sur le climat. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour la question. Alors, il y aura une réponse un peu couarde de ma part qui serait de dire « je ne suis plus conseiller fédéral ». Et puis, c'est le comité des ministres qui décide, ce n'est pas le secrétaire général. Ça ne vous ressemble pas. Ce qui est parfaitement vrai. Mais ça, non, ça ne me ressemble pas, je ne sais pas. Non, moi, ce que j'essaye de passer comme message, c'est que je crois que nous devons tout faire pour prendre ça au sérieux. Et faire en sorte qu'il y ait des progrès. Il faut en fait une politique qui soit liée à une forme de mouvement. Il faut accepter qu'il faut du mouvement. Alors, le mouvement, j'ai la certitude qu'il n'atterrira pas assez loin par rapport à ce que vous souhaiteriez. Ça m'a l'air assez sûr, et vous le savez très bien aussi, vous avez assez d'expérience politique pour ça. Mais s'il y a un mouvement dans la bonne direction, si ça se déplace dans la bonne direction, ça aura déjà vraiment fait bouger les choses. Donc c'est ça qu'il faut faire, et je crois que, dans le fond, encore une fois, je vous rappellerai qu'il y a la décision qui concerne la Suisse, mais je crois que vous en avez conscience. La décision qui a été prise à Strasbourg, en fait, elle a probablement aussi
créer énormément où elle va créer encore beaucoup de réflexions dans les 45 autres États membres. Alors, certains qui ne vont pas vouloir s'en saisir, d'autres qui vont dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais qui connaissent maintenant les conditions dans lesquelles la Cour à Strasbourg s'exprime sur ces questions-là et qu'est-ce qu'elle rend comme décision. Et donc, je peux imaginer qu'il y aura d'autres décisions qui vont suivre. C'est un arrêt quand même que vous avez généré, qui est un arrêt qui définit une ligne qui est très claire. Et donc, à partir de là, il faudra un peu de patience, mais je pense que les choses doivent pouvoir changer dans la bonne direction. Je ne suis pas naïf, hein. C'est pas que ça va être appliqué à plein, etc., et que tout va changer, et que quelqu'un va s'excuser ensuite dans l'excuse, on n'en a pas fait assez, on va tout changer tout de suite dès demain. Mais enfin, je pense que si on crée un mouvement dans la bonne direction, ce sera déjà pas mal. Pour la deuxième question sur la Convention intelligence artificielle, en fait, elle s'applique dans son texte à tous les pays qui la signent et qui la ratifient. Elle peut être compatible avec d'autres engagements internationaux. Elle peut être compatible avec des engagements qui sont pris sur le terrain national ou, je dirais, à plusieurs États, ou dans le cadre, par exemple, de l'Union européenne, qui a aussi d'abord, l'Union européenne qui a son propre travail sur l'intelligence artificielle, mais qui est également signataire de la Convention du Conseil de l'Europe. Et l'idée de la Convention du Conseil de l'Europe, c'est vraiment de travailler sur cette protection pour la vie démocratique, l'état de droit et les droits humains dans un contexte où on sent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer avec l'intelligence artificielle. Donc elle s'impose ni plus ni moins qu'à celles et ceux qui l'ont signé et ratifié pour ce qui est fixé dans le texte. La deuxième question sur la complexité, je n'ai pas exactement compris quelle était la question. Je pense que c'était plutôt une remarque que vous avez faite sur la complexité. Je vous remercie pour ça et je crois que j'adhère. Il ne faut pas rejeter toute complexité. Il faut essayer de la prendre au sérieux, mais ni la simplifier trop, ni en avoir peur. Et le troisième élément sur le débat, vous avez raison. En fait, il faut pouvoir engager un débat et entrer en matière sur les arguments de l'autre. Le problème, c'est que c'est assez important dans ce cadre-là de faire la différence entre un fait et une opinion. Et si vous avez un débat à faire avec quelqu'un qui va transformer ses propres opinions en pseudo-faits, les conditions pour mener un débat constructif, elles ont presque disparu. Autrement dit, si vous jouez au football et puis qu'il y a un tiers des joueurs qui suit les règles du catch sur le terrain de football, ça ne va pas donner un match de football qui peut fonctionner. Et donc, il y a un minimum d'agrément qu'il faut avoir sur les règles du jeu. Et les règles du jeu, eh bien, sont liées notamment, et c'est un des points faibles, hein, c'est une des faiblesses, pas des points faibles, peut-être des faiblesses dont il faut avoir conscience pour la démocratie, c'est que la démocratie est assez sensible, ou le fonctionnement démocratique est assez sensible aux fausses informations. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec l'éducation. Une très bonne éducation permet d'apprendre en fait à faire la part des choses et à faire la différence, à vérifier des sources, à vérifier des informations, à vérifier la qualité des statistiques, mais une fois que la qualité est vérifiée, à croire les statistiques telles qu'elles sont présentées, et de ne pas mélanger les faits et les opinions. Ça va être un élément extrêmement important à un moment où tout a tendance à se mélanger, où on ne différencie plus les choses. L'indifférenciation, vous savez, l'indifférence, c'est quoi? C'est de ne pas faire la différence entre ce qui devrait être différencié. Être indifférent. Hein, on voit ça comme quelque chose de négatif. Eh bien, si on fait l'indifférence entre les faits et les opinions, l'indifférence entre la qualité des éléments auxquels on est confronté, ça, c'est un vrai poison pour la démocratie. Donc voilà ce que je peux peut-être répondre à cet élément. Troisième question. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que nous nous connaissons de la francophonie, si je vois bien depuis où je suis assis. Plaisir de vous revoir. Il y a deux éléments. D'abord, il y a beaucoup de choses que fait le Conseil de l'Europe. Et moi, je suis loin d'avoir découvert toute la liste, hein. Mais je cite juste deux exemples. Il y a au Conseil de l'Europe toute la pharmacopée européenne. Les entreprises de médicaments sur le plan européen pourraient plus ou moins arrêter de travailler, elles ne pourraient plus fonctionner s'il n'y avait pas la pharmacopée européenne à Strasbourg, l'EDQM, qui fait ce travail inconnu. Personne ne comprend vraiment que c'est lié au Conseil de l'Europe alors que c'est central. Un autre exemple qui m'a beaucoup fait rire, mais qui est quand même assez intéressant. Vous connaissez tous ces éléments de correspondance linguistique quand on fait des cours. Hein. Il faut avoir C1 en français ou bien B2 en anglais. Qui sait que ça vient du Conseil de l'Europe? Mais ça, c'est juste un deuxième exemple. Je pense qu'il y en a des dizaines.
Il faudrait une fois que je fasse une liste complète, et puis on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Mais bon, le deuxième élément sur la visibilité, je pense que d'abord, c'est effectivement de bien faire la différence de où le Conseil de l'Europe peut faire une différence, apporter une valeur ajoutée, et où ce n'est pas le cas. Premier élément. Deuxième élément, c'est de ne pas avoir peur d'engager la discussion et la conversation aussi sur le plan politique. Le Conseil de l'Europe est évidemment une organisation fortement centrée sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur le fonctionnement de la Cour, avec des aspects légaux très importants, mais il y a en fait un soutien politique à ce travail juridique, il ne faut pas avoir peur d'engager à ce niveau-là, et certainement aussi réfléchir. Moi, je suis en train de voir comment faire dans la maison, mais pour renforcer fortement l'aspect communication, parce que le Conseil de l'Europe, il y a deux choses. Il y a les valeurs, elles sont centrales. Puis ensuite, il y a la parole. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas les moyens d'action par les sanctions, tant mieux d'ailleurs peut-être, il n'y a pas les moyens d'action, donc il faut convaincre, et il n'y a pas les moyens d'action avec l'argent, les investissements ou les 30 milliards qu'on peut mettre ici ou là qui a des conséquences. Non, non, c'est les convictions autour des valeurs et le fait de les exprimer. Et dans le monde actuel, pardon, je sais que je suis un peu long, M. Esposito, dans le monde actuel, vous savez, comment est-ce qu'on fait dans un monde où on a l'impression que tout se perd, que l'orientation se perd, que tout se délite? Il y a deux choses qui comptent. Back to the roots, ça veut dire on retourne aux valeurs, toujours les valeurs, toujours dire la vérité par rapport aux valeurs, dire les choses comme elles sont. Je pense que ça peut servir de phare dans une période où on a l'impression qu'il y a beaucoup de sens et d'orientation qui se perdent. Je vous remercie beaucoup. On a encore le temps pour prendre deux questions. Comme vous voyez, vous êtes passionnant, Monsieur Berset, à écouter. Puis d'ailleurs, on a peut-être trouvé là une voie pour les étudiantes et étudiants qui vont faire recours sur leur échec à l'examen B2, peut-être de vous écrire au Conseil de l'Europe. Alors, nous avons deux questions. Oui, le jeune homme ici, et puis il y a beaucoup de mains qui se lèvent. On va prendre Madame tout au fond. Oui, bonjour Monsieur Berset, merci beaucoup. J'ai une question un peu technique. Si demain un État membre de la CEDH venait accueillir sur son territoire une personne sous le coup d'un mandat d'arrêt international et n'arrête pas cette personne, est-ce que si une personne ayant la qualité pour agir ou une ONG fait une action juridique envers la CEDH, est-ce que vous seriez en faveur d'une recevabilité de ce recours, en partant du principe qu'ils ont les compétences juridiques? Pas de résistance, je vous remercie beaucoup. Deuxième et dernière question, oui, madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis Daniela Matei, je suis étudiante de master en droit européen et international. Je suis ici. Merci beaucoup, monsieur. J'ai compris le lien très proche entre la démocratie, l'état de droit et les droits humains. D'un côté, de l'autre côté, nous avons les menaces menacées, comme la désinformation, impunité aussi dans la violence publique, l'extrême droit politique et les interférences étrangères dans les élections, pas juste de part de la Russie, mais aussi maintenant de part des États-Unis. Le niveau légal, c'est OK, c'est bien, mais le problème, c'est le niveau politique. Et ma question, c'est comment est-ce que le Conseil de l'Europe gère de manière pratique toutes ces menaces à la démocratie, à les valeurs fondamentaux européennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je commence par la première question. Alors, bon, c'est un peu délicat pour moi de m'exprimer. Je vous dis pourquoi. Parce que quand quelqu'un qui n'a pas de compétences directes dans un tribunal dit à un tribunal s'il faut être favorable à une entrée en matière sur une question ou une autre, c'est vraiment très délicat. Il ne faudrait pas le faire. Mais je peux quand même m'exprimer sur la question parce que, en réalité, ce que vous mentionnez là n'est pas du tout lié au Conseil de l'Europe. C'est lié à d'autres juridictions qui ont émis des mandats d'arrêt et avec des pays qui se sont engagés, dans le cadre de la CPI par exemple, à appliquer ce qui est demandé par le tribunal. Ce n'est pas du tout lié au Conseil de l'Europe. C'est évidemment aussi une question qui est liée alors à l'impunité, à la question de la redevabilité, tout ça est clair.
mais c'est pas lié au même type de contexte juridique. Donc je doute très fort que dans ces conditions-là, il y a une possibilité d'agir, mais c'est pas à moi de le dire, c'est vraiment à la Cour de le dire. Le seul moyen de savoir ce que la Cour pense, c'est de lui demander, en fait. C'est de faire un recours, c'est de faire une plainte ou quelque chose et de regarder ce qu'il en sort. Je suis pas en mesure de dire beaucoup plus. Marie Lorsal a eu la gentillesse tout à l'heure de rappeler que je suis docteur en économie et pas en droit. Donc, mais il y a des spécialistes qui pourront certainement vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à cette question. Pour l'autre question, je vous remercie. Je crois que ce que vous avez mentionné, et c'est quand même fou, hein, si on imagine, on parle d'influence étrangère dans les élections, et dans votre question, si j'ai bien compris, vous avez mentionné la Russie, mais pas seulement, vous mentionnez aussi les États-Unis. Mais qui aurait imaginé qu'on puisse mener une discussion pareille il y a encore 10 ou 15 ans, hein. Et pourtant, c'est une discussion qui maintenant peut être menée. On peut être d'accord ou pas, mais enfin, c'est une question qui peut se poser. Je crois que les éléments que vous portez par rapport à la désinformation, et j'ai mentionné tout à l'heure à quel point c'est peut-être le talon d'Achille de la démocratie, l'information, évidemment. C'est le collectif. Le bulletin secret, c'est une grande force de la démocratie, mais le collectif, le bulletin secret et la désinformation, là, ça peut donner quelque chose d'un peu délicat. Et c'est vrai que la réponse à cela, c'est probablement essentiellement l'éducation, mais pas seulement. Ce que le Conseil de l'Europe essaie de faire dans ce cadre-là, eh bien, c'est précisément à travers cet immense travail qu'on commence maintenant avec le renouvellement du pacte démocratique, de effectivement regarder ce qu'on peut faire dans ce nouveau monde. Hein. Le nouveau monde est un monde dans lequel, et il faut faire très attention à ne pas vouloir retourner à l'ancien. On pourrait très facilement se dire, ah non mais bon, la démocratie dans les années 90, là, ça marchait bien, c'était autre chose, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces bots là qui vous informent et qui vous racontent n'importe quoi. Moi j'ai lu récemment, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait, disons, sur certains réseaux sociaux, X et TikTok, entre 60 et 80% de tendances favorables à un parti qui a d'ailleurs doublé son nombre de voix en Allemagne hier. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout ça n'existait pas il y a 20 ans. Il ne faut pas vouloir retourner à l'ancien monde, ça ne va pas être possible. La question, c'est comment est-ce qu'on répond aux défis du nouveau monde et en protégeant précisément ce qui nous est très cher, à savoir la démocratie, l'état de droit et les droits humains. La démocratie, c'est comme le multilatéralisme. Il y a des alternatives à la démocratie. Elles existent. Il y a des régimes autoritaires, il y a plein d'alternatives. Simplement, elles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ce qu'on veut. La question donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger effectivement ces valeurs et notre mode de vie, ce qu'on souhaite avoir dans un cas, dans un moment, dans un monde où il y a une très très forte pression sur ces éléments et sur notre cadre de vie. Monsieur Berset, merci beaucoup. Pour conclure cette conférence, permettez-moi peut-être de terminer sur ce concept de renouvellement du pacte démocratique. Nous sommes à Genève, pays de Jean-Jacques Rousseau et du contrat social. Et j'aimerais lier cette notion avec celle de l'éducation, sur laquelle vous avez beaucoup insisté, qui est une valeur, alors comme académique, ça ne vous surprendra pas, qui m'est chère. Alors justement, aujourd'hui et ce soir, face à les étudiantes et étudiants, quel message à la jeunesse avez-vous de dire et de formuler par rapport à ces enjeux qui sont pour certains inquiétants? Quel message positif souhaitez-vous leur dire face à ces défis, ces challenges intellectuels qui sont particulièrement stimulants, mais auxquels ça renvoie, et ça renvoie notamment à quelques éléments de valeurs démocratiques et d'éducation? 2 mots. N'ayez pas peur et engagez-vous. Non, mais c'est très beau. C'est donc avec une confiance renouvelée que nous allons partir ce soir et remercier très chaleureusement Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, nos étudiantes qui se sont prêtées à l'exercice des questions-réponses, à vous, cher public. Et je tiens encore à remercier très chaleureusement le Graduate Institute, l'Université de Genève, la ville de Genève et la Fondation pour Genève qui nous ont permis d'organiser cet événement pour vous, pour promouvoir cet esprit critique et cette discussion qui aujourd'hui est devenue un acte militant. Merci beaucoup et très bonne soirée.